Alors, sur les projets, je suis un peu atypique, et puis c'est d'autant plus atypique pour quelqu'un qui a piloté le budget d'AG2R La Mondiale pendant quelques temps. Mais euh, moi, il y a une philosophie finalement, c'est je refuse de faire du forfait, parce qu'on D'accord. connaît généralement pas bien le périmètre au départ quand on lance des projets. On fait tous les projets en mode agile, le périmètre évolue, donc travailler au forfait, je vois pas bien, à part rediscuter pendant des heures carrées sur les avenants, est-ce que c'était compris dans le prix ou pas. Donc je refuse de faire du forfait. Finalement, tu penses que ça coûte plus cher à la fin? Je suis convaincu que ça coûte plus cher à la fin. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Patrice Germain, qui est le DSI de la CIPAV. Patrice, bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Pierre, Patrice Germain, donc je suis DSI de la CIPAV, je commence à avoir quelques années de carrière derrière moi puisque j'ai 59 ans, l'essentiel dans l'informatique. J'ai fait 20 ans de crédit conso, 6 ans de CNAV, donc là un petit saut culturel. C'est quoi la CNAV? La CNAV, c'est l'assurance vieillesse. D'accord, Donc ah oui. là, on est au cœur des enjeux du moment C'est sûr. sur l'âge de départ de la retraite, etc. Puis j'ai rejoint G2R La Mondiale pendant 2 ans. Et depuis 4 ans, donc je suis DSI de la CIPAV. C'est la principale caisse de profession libérale qui gère 500 000 assurés, 190 000 retraités. Et on est 170 avec une petite informatique de 40 personnes. Donc voilà, je suis passé plutôt de grande société à une grosse PME dans un environnement qui est de ce fait très dynamique et très direct. D'accord. Et pourquoi ils t'ont choisi? Et pourquoi tu les as choisis? Alors, ça avait une forme de cohérence par rapport à mon parcours. La CNAV, puis G2R La Mondiale, on restait dans le domaine de la protection sociale. J'avais toujours navigué dans le périmètre plutôt des études informatiques, à part chez G2R La Mondiale, où j'étais responsable des fonctions support de l'informatique, donc le budget, les achats, le lean management, etc. Et le poste de DSI, finalement, ça constituait une forme d'aboutissement dans le métier de l'informatique, devenir DSI. Très franchement, je ne me serais pas vu DSI d'une grande maison, trop d'enjeux politiques qui ne m'intéressent pas forcément. Mais une petite caisse avec des enjeux de transformation extrêmement importants. Le challenge était palpitant, donc il ne m'a pas fallu longtemps pour réfléchir. D'accord. Bah, parle-moi de ces challenges que tu as rencontrés quand tu es arrivé. Tu es arrivé il y a combien de temps? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, l'objectif pour la CIPAV, c'était de transformer la CIPAV. Une caisse de retraite, globalement, qu'est-ce que ça fait? Ça gère des cotisations et puis ça gère derrière des prestations, donc les retraites que l'on verse une fois que les gens sont retraités. Le plan de transformation de la CIPAV, ambitieux quand même, était de, transférer le recouvrement à l'URSSAF. L'URSSAF, c'est le grand banquier de la sécurité sociale. À cette occasion, on a transféré à peu près 40% du personnel, parce qu'il y a 40% de l'activité qui a été transférée. Et puis en parallèle de ce projet... Et vous n'êtes pas les seuls du coup à avoir fait ça, c'est plusieurs caisses. Il y avait une grande intention de l'État que tout le monde rejoigne l'URSSAF. Après, il y a quelques freins, parce que évidemment, c'est une forme, certains le perçoivent comme une perte de pouvoir. Nous, on perd 40% de l'effectif, on est passé de 300 à 180. Pour des caisses qui sont aujourd'hui à 80 personnes, forcément, ça pose la question de la survie. Donc, je pense qu'il y a des freins aujourd'hui à ce type de mouvement qui pourtant a du sens. Les retours qu'on a de nos assurés, c'est quand même qu'on leur a simplifié la vie. Ils n'ont plus qu'un collecteur de leurs cotisations, que ce soit pour la maladie ou la retraite. Et puis, pour nous, en termes d'efficacité de recouvrement, l'URSSAF est bien meilleur que nous. Eux, ça leur change pas grand-chose en plus. Et eux, évidemment, la CIPAV, c'est une petite partie de ce qu'ils font. D'accord. Donc, un projet de transformation extrêmement ambitieux qui s'accompagnait par... on faisait une forme de mutualisation sortante vers l'URSSAF, mais en contrepartie, on a décidé, sur la partie retraite, de se doter d'un SI à l'état de l'art performant. Donc, on l'a reconstruit de zéro, sur des technologies parfaitement à jour, sur des principes d'architecture parfaitement à jour. On a décidé également, dans le même temps, de s'accrocher au répertoire des carrières uniques fournies par la CNAV. Donc là, c'est aussi une obligation, mais on va dire que parmi les caisses de retraite, tout le monde n'y va pas avec la même envie. Et on a voulu finalement être le fer de lance de ce que pouvait être une caisse de retraite de profession libérale
et un SI, le SI associé. Parle-moi un petit peu de ces choix, justement. Quels sont les choix d'architecture que tu as été amené à faire? Tu as parlé aussi de choix technologiques. Quelle technologie tu as choisi? Enfin, justement, fais-nous un panorama de c'est quoi la vision de base, en fait. La vision de base, c'était de s'inscrire dans un SI simple et robuste. Donc, depuis mon arrivée et avec le DG, on porte la même ambition, avoir un SI robuste, le plus simple possible, parce que quand on est 40 personnes dans une DSI, on ne peut pas s'éparpiller. Donc, on a fait des choix Java, Angular. On vient de supprimer des technologies qui étaient un peu trop compliquées pour nous, du type Kafka. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises technologies, mais nous, c'est les technologies du moment, parfaitement à jour. On était au début en Java 8, on est passé en 17, on vient de passer en 21. On n'a pas d'obsolescence, quasiment pas d'obsolescence, parce que pas, ce serait peut-être excessif, mais sur le cœur de SI, on est sur de l'Oracle 19, donc du très standard, ce qui nous simplifie considérablement la vie. On n'a pas de mal à trouver des ressources, on n'a pas besoin de gérer des cohabitations entre SI éparpillés. Donc voilà, on essaye de faire le plus simple possible. Sur les infrastructures, on a fait des choix, c'est pareil, assez simples, mais néanmoins solides. On a externalisé notre data center, un des data centers chez Equinix. Parce qu'avant, c'était chez vous? Avant, c'était chez nous. Donc, jusqu'au mois de mars de cette année, on en aura un chez Equinix, un chez nous. Et à partir de mars, on aura nos 2 data centers chez Equinix. Equinix, c'est quoi? Je ne les connais pas. C'est du data center, c'est de l'hébergement. Ils sont alors, un peu partout, mais Aubervilliers, c'est une des références de la place en termes d'hébergement. Et vous louez quoi chez eux? Vous louez du cloud ou vous louez des machines? On loue une salle serveur, un emplacement, un rack. Ce sont nos serveurs qui sont... C'est vos serveurs, c'est c'est nos liaisons, etc. Et pourquoi avoir fait ce choix plutôt que de louer des VM directement? Moi, je trouve que le marché du cloud, aujourd'hui, il est encore un peu instable. Il est difficile à maîtriser d'un point de vue des coûts. Ça, c'est mon retour d'expérience chez AG2R, où alors, on était une grosse maison. Les fonctions support de l'informatique d'AG2R La Mondiale, c'était aussi important que la DSI de la CIPAV. Ouais. Et déjà se poser un certain nombre de questions de comment on pilote l'évolution des coûts. Voilà, on n'a pas les moyens de faire du FinOps, d'avoir des gens qui éteignent les machines. Donc, le choix était pré-câblé quand je suis arrivé, d'acheter des VxRail. C'est la technologie quand même très performante. On est bien doté en infrastructure. On a déjà subi des coupures électriques ou réseau où on voit qu'on peut tourner sur un des data centers sans aucun problème. Et c'était un choix sécurisant, également du point de vue du RGPD, des DPO. Dans la sphère sociale, on est quand même extrêmement sensible à toute cette protection des données. Finalement, quand on se reprend sur ces choix qui ont été faits il y a 4 ans, c'était la seule option raisonnable qui permettait d'aller vite. Et vous vous projetez sur du temps long avec quelque chose, comme tu disais, qui est quand même stable, qui ne va pas être amené à évoluer. Donc, la flexibilité du cloud, de les monter en puissance, etc. J'en ai pas besoin aujourd'hui. Tu n'en as pas besoin du tout. Voilà. D'accord. Donc, peut-être que dans 4 ans, l'orientation sera différente, tout ça va évoluer. Pour l'instant, voilà, des choix robustes. On avait quand même des projets, quand je le redis avec le recul, moi je suis arrivé en avril 21 à la CNAV, on avait un plan où on se disait, en juin 2022, on met en place notre nouvelle SI. En janvier 2023, on transfère notre recouvrement à l'URSSAF. Et en mars 2023, on s'accroche au RGCU, donc le répertoire des carrières. 3 projets extrêmement importants, extrêmement lourds à porter, interdépendants et qui devaient être faits dans cette séquence. Fallait pas se rater. Oui, on a tout fait et on a tout fait avec la qualité. Voilà, donc les équipes ont été formidables. On a été bien accompagnés par nos partenaires prestataires, sur tous les sujets, parce qu'évidemment, des petites maisons comme les nôtres, il faut qu'on ait les bons partenaires. C'est qui les partenaires, on peut les citer? Oui, on a travaillé alors, sur la partie informatique, études, avec Capgemini, avec OB, avec Norcis. Et sur la partie infrastructure, on est assez largement accompagné par Cohesio.
Alors du coup, par rapport au périmètre initial, quel pourcentage reste de legacy et quel pourcentage a été entièrement refait? Alors, le legacy en reste plus, hormis sur une toute petite partie, puisque quand on a transféré le recouvrement à l'URSSAF, pour aller vite, on a décidé de ne pas transférer les anciennes dettes. Donc l'URSSAF a repris les nouvelles dettes à partir de 2023, les D'accord. cotisations. Le passé est traité par l'URSSAF, mais il est traité sur le SI historique de la CIPAV. Donc lui, il a encore à vivre jusqu'à juin de cette année. D'accord. Voilà, mais on ne s'est pas arrêté là en chemin, hein. On a fait d'autres projets de mutualisation. On a mutualisé notre ERP donc sur la solution Synergie de la CNAV. Donc ça, on l'a mis en place en septembre de l'année dernière. Et on a refondu notre portail assuré. Alors comment tu as organisé le projet et comment tu as garanti dès le départ que le projet comportait le minimum de risques? Alors, sur les projets, je suis un peu atypique, et puis c'est d'autant plus atypique pour quelqu'un qui a piloté le budget d'AG2R La Mondiale pendant quelques temps. Mais moi, il y a une philosophie finalement, c'est je refuse de faire du forfait, parce qu'on D'accord. connaît généralement pas bien le périmètre au départ quand on lance des projets. On fait tous les projets en mode agile, le périmètre évolue, donc travailler au forfait, je vois pas bien, à part rediscuter pendant des heures carrées sur les avenants, est-ce que c'était compris dans le prix ou pas. Donc je refuse de faire du forfait. Finalement, tu penses que ça coûte plus cher à la fin? Je suis convaincu que ça coûte plus cher à la fin. D'accord. Et le deuxième sujet, c'est que je n'enquiquine jamais les chefs de projet avec le budget. Je leur dis, faites-moi un bel applicatif, solide, robuste, bien fait, dans le délai. Et finalement, en disant ça, quand le délai est tenu, il n'y a pas de dérive budgétaire, ou peu de dérive budgétaire. Je m'aperçois, mais ça c'est un peu le fruit de l'expérience, que souvent on essaye d'économiser au début, on fait rentrer un concepteur de moins, et puis on perd du temps. Puis après le projet, une fois qu'il a pris 1 an de retard, on a prolongé l'équipe pendant 1 an. Moi, mes projets, je dirais pas qu'ils ont jamais de retard, mais ils ont jamais plus de 3 mois de retard. Donc sur des projets de 18 mois, bon, ma foi, c'est très convenable. Pour toi, le problème, c'est pas le TJM en soi, c'est quand le projet dérape, quoi. Exactement. Et puis on se met, on est code des marchés publics, donc on fait des accords cadres, on a des TGM qui sont fixés au départ. Donc tout ça, je pilote la performance des équipes, c'est-à-dire qu'on vérifie comment évolue le coût du point produit. On travaille en micro-forfait avec la plupart des sociétés sur le périmètre études, c'est-à-dire qu'une tâche unitaire, elle s'applique au forfait. Et ça vaut 10 points. Ça sera fait pour 10 points, on sera facturé quand ce sera livré, etc. Mais c'est cette idée on va faire un projet dans son ensemble, au forfait, et puis je rencontre certains de mes collègues qui refondent leur SI, puis qui disent « Ah nous, on voudrait mettre 30 millions d'euros sur la table et avoir un SI tout neuf. » Bon courage. Moi, je ne sais pas faire, en tout cas. Je comprends. Du coup, tu passes pas par de la régie entièrement, tu préfères faire du micro-forfait, comme tu dis? Oui, alors sur un projet, un applicatif, j'ai une société qui travaille, c'est une équipe, pas de régie chez moi. J'ai été élevé pendant ma période de Sofinco à la prévention du délit de marchandage, du prêt de main-d'œuvre illicite. Donc, on travaille avec des sociétés qui travaillent en dehors de nos locaux, qui ont leurs managers, qui ont leurs équipes. On pilote la performance, je suis assez exigeant quand même. Mais voilà, faut que les choses se fassent en bonne intelligence. On essaye d'avoir des relations équilibrées avec nos partenaires. Mais eux, tu leur donnes de la visibilité, du coup, un peu, malgré le micro-forfait, sur une durée... ils savent qu'ils ont une durée approximative Bien sûr, ils connaissent les délais, ils connaissent nos enjeux. Le fait d'avoir... Aujourd'hui, j'ai 3 sociétés principalement qui travaillent pour nous sur études et recettes. Et ces sociétés, tous les ans, je leur présente notre planning d'ensemble pour ce qui va les concerner, mais également pour le reste. Voilà le plan de transformation de la CIPAV, voilà le plan projet de la CIPAV. Vous êtes concernés là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et puis, il y a tel appel d'offres qui va partir. Vous pourriez être concerné si vous le remportez. Voilà, mais... Et du coup, ce micro-forfait, ça les oblige à être des fois un peu plus rapides, parce que plus ils vont vite, plus ils gagnent rapidement, finalement, non? Oui, et puis ça m'évite de... Il y a toujours le sujet, quand la relation s'inscrit dans la durée, des turnovers. Moi, je conçois que les ressources, il faut qu'elles changent. C'est leur affaire de savoir qui ils mettent, mais j'ai pas envie de payer quand il y a des erreurs de casting.
Ça arrive de temps en temps. Il y a des gens qui viennent et puis au bout de 3 mois, ils démissionnent ou ils décident que c'est pas la bonne mission. Bon, ça, c'est pas à ma charge. Finalement, quand ça dérape de leur côté, c'est une tâche simple, mais du coup, tu n'aurais pas à en payer les conséquences. Exactement, c'est leur affaire. D'accord. Je sens que tu as plein de bonnes pratiques sur les projets. Qu'est-ce que tu as comme autre astuce, autre conseil à donner? C'est pas tant des bonnes pratiques que je suis résolument un gestionnaire. Donc, de fait, et je trouve que c'est la différence entre les petites entreprises et les grosses entreprises, parce que ce qu'on sait faire à petite échelle, à grande échelle, c'est forcément plus compliqué d'articuler tout le monde. On essaye, on fait de l'agile. Une fois qu'on fait de l'agile, on a fait de l'agile, on dit on va faire de l'agile à l'échelle. Bon, l'agile à l'échelle, c'est pas simple. Je l'ai vu se mettre en œuvre. Ça veut pas dire que ça marche pas. C'est une bonne méthode, mais c'est des méthodes qui sont lourdes. Se réunir pendant 2 jours à 80 personnes toutes les 13 semaines ou 12 semaines, ça coûte quand même une fortune. Voilà, quand on est sur des environnements plus compacts, moi, tous les projets importants, une fois par semaine, je les suis avec les managers, avec le chef de projet, avec les prestataires. Donc, tout ça devient très simple. Pas de jeu politique, un DG qui prend les arbitrages sur les projets majeurs. Tous les mardis soirs, il y a une réunion. S'il y a un arbitrage à prendre, il se prend. Le mardi soir, il ne se prend pas dans un comité de pilotage lointain. Donc, il n'y a finalement que des gens impliqués. Je dirais que c'est assez facile quand on est dans des petites structures. Et je n'aurais pas la prétention de pouvoir répéter dans des très grosses structures ce qu'on est en train de faire là. Et là, tu parlais du pilotage tout à l'heure. Comment tu fais pour garantir ce pilotage et quels sont les outils que tu utilises pour vraiment avoir cette donnée sur ce qui est fait et à quelle rapidité ça avance? Alors moi, j'ai toujours fait confiance aux chefs de projet et à leur sensibilité. C'est-à-dire que les reportings sont utiles, il faut avoir du factuel. Mais de mon expérience, quand j'étais chef de projet, on peut être sur des projets où tous les indicateurs sont en rouge et sur lesquels j'étais capable, moi, de m'engager en disant « c'est vrai que c'est rouge, mais je sens que ça va atterrir bien ». Et à contrario, on peut être sur un projet où les indicateurs sont verts et finalement, le projet, il n'est pas si vert que ça et on peut aller dans le mur parce qu'on n'a pas mis les bons indicateurs. C'est pas si facile que ça. Donc, je fais beaucoup confiance au sens, à l'intelligence des chefs de projet, des managers. Quand il y a des alertes qui remontent, on les planque jamais sous le tapis, on les met en évidence, on traite. Voilà, juste du bon sens, du pragmatisme, jamais rechigner à remettre de la ressource quand c'est nécessaire. Et puis inscrire dans la culture, c'est vrai que les informatiques ont pris l'habitude de décaler souvent les projets. Moi, je refuse les retards. Et donc, quand je vois un projet qui glisse, je provoque du travail de samedi sur la base du volontariat, etc. Et ça, au-delà du fait que ça permet de rattraper pas mal de choses, ça inscrit dans l'inconscient collectif que le retard n'est pas normal. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour le rattraper. Après, on n'est pas stupide. Quand il faut décaler 2-3 mois, un projet de 18 mois, je sais faire parce qu'à un moment, il faut que ça démarre dans de bonnes conditions. Mais voilà, il faut tenir la barre quand même contre vent et marée le plus longtemps possible. Alors, il y a quelque chose qui te tient à cœur aussi, c'est le côté mutualisation du SI. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, parce qu'on a fait beaucoup de mutualisations sortantes. On est allé à l'URSSAF pour le recouvrement, on est allé auprès de la CNAV sur la gestion des carrières, on a transféré notre ERP vers la CNAV également. Donc, quand on mutualise, c'est pour faire des économies pour nous. On en fait, le budget de la DSI n'arrête pas de baisser, donc ça, c'est très bien. Puis, on a une bonne qualité. Le pendant, c'est qu'on sait que dans le monde des professions libérales, il y a 10 sections de professions libérales. Donc la CIPAV est la plus importante, mais après on retrouve la caisse des médecins, des infirmières. Voilà. Il y a beaucoup de caisses. Et on fait tous le même métier. Pour la plupart, ils ont un SI qui commence à être vieillissant. Certains se posent des questions de la refonte de leur SI. Globalement, à chaque fois qu'ils l'envisagent, le chiffrage approximatif, c'est 40, 50, 60 millions. Voilà, nous, on a construit un truc pour le mettre à disposition de tout le monde.
Donc j'espère que ça va se faire parce que ça a un vrai sens et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint la CIPAV. C'est-à-dire que je trouve que c'est pleinement dans l'air du temps quand on entend qu'il faut faire 50 milliards d'économies ou 60 milliards. On est dans le périmètre, dans la sphère de la sécurité sociale. Alors les caisses sont toujours une partie rattachée à la sécurité sociale, puis une partie qui est plus indépendante, mais quand même, chaque million d'économies qu'on fait, c'est des millions qui vont dans la poche des assurés au final, parce que c'est ce qui permet l'équilibre des régimes, etc. Donc on peut se dire c'est des grands chiffres. Finalement, on collecte, on verse, je sais pas, nous on verse à peu près 800 millions de prestations tous les ans, et le budget de l'informatique, il est à peu près de 10 millions, donc on peut se dire c'est pas énorme. Mais bon, il était de 13 quand je suis arrivé, il est à 10 cette année. C'est pas mal parce qu'en plus, ça fait pas mal de projets. Donc, et on a fait des projets, et les projets permettent de faire aussi des économies. Donc je crois qu'il y a un vrai... Et puis on a un SI solide à l'arrivée, quoi. Donc tout ça est très satisfaisant, et c'est quelquefois un peu frustrant de voir les freins qu'on peut avoir chez nos collègues sur... transférer le recouvrement à l'URSSAF ou rejoindre notre SI par peur de perte d'autonomie. Alors, c'est vrai que c'est une forme de perte d'autonomie sur certains sujets, mais il y a quand même un certain nombre d'avantages qui sont indéniables, quoi. Et du coup, ça t'a coûté combien, ce système ? Le système, il a coûté une dizaine de millions d'euros D'accord. sur la partie refonte du SI Prestations. Le transfert des carrières a coûté un peu plus de 2 millions d'euros. Le transfert du recouvrement, c'était plus anecdotique parce que l'essentiel du travail était porté par l'URSSAF. Mais donc, du coup, moins cher que ce que les autres envisageraient potentiellement. Alors, pourquoi moins cher ? Pour deux raisons essentielles. Si on refait l'histoire avant mon arrivée, la CIPAV était engagée dans une refonte de son SI, de tout son SI. Prestations et cotisations. Il y a eu un changement de directeur général. Il y a un directeur général qui est arrivé en 2020 et qui s'est dit finalement, l'État nous demande de transférer notre recouvrement à l'URSSAF. On est empêtré dans la refonte de notre SI qui a bien du mal à avancer. On transfère les cotisations et on refond les prestations. Donc, on a eu un SI à reconstruire qui est beaucoup plus simple que de faire un SI global. Et les cotisations, par nature, c'est beaucoup plus compliqué que les prestations. Donc, de ce fait, on avait un projet plus compact qu'on a réussi à emmener. Je pense que si on s'était embarqué sur la refonte globale, on n'en serait peut-être pas sorti, et puis on aurait peut-être dépensé 30 ou 40 millions d'euros, puis on n'en verrait pas la fin. Donc voilà, c'est un choix de direction générale qui était extrêmement... courageux, je trouve, parce que prendre ce genre de décision n'est pas si simple que ça. Il faut le vendre à son conseil d'administration, il faut le vendre aux salariés, mais il était plein de sens quand on voit où on en est. Nos assurés sont quand même beaucoup plus heureux maintenant. La CIPAV a eu, dans les années 2010, un fonctionnement qui n'était pas toujours optimal, et je le dis joliment, mais voilà. Mais on voit, là, notre note Google augmente considérablement, les nouveaux retraités sont satisfaits. Donc il y a eu un effort considérable sur la qualité de service qui s'est accompagné par le SI, mais pas que le SI évidemment, mais le transfert du recouvrement a concouru à ce résultat. Et du coup, comment ça se passerait, cette mise en commun ? Ça serait open source, vous leur enverriez les sources, ou vous leur vendriez ? Alors aujourd'hui, on a travaillé avec une autre caisse sur quel pourrait être le scénario. Il y a une caisse qui a manifesté de l'appétence vers notre modèle, donc on a pu travailler, investiguer un peu le sujet. Ce qu'on imagine, c'est finalement un SI qui est cloné, donc le même SI déployé sur une autre instance. Ça ferait un peu un fork. Chacun part avec son... Non, mais maintenu par une seule équipe. D'accord. Vous seriez un petit peu le logiciel open source, on va dire. Exactement. Et vous maintenez le cœur. Et eux, s'ils veulent faire leur personnalisation, ils ont la capacité. La personnalisation plutôt au périphérique. D'accord. Le cœur, ma conviction, c'est qu'on doit avoir le même partout. Parce que c'est le même métier. Parce que c'est le même métier, avec... des bases de données séparées, une exploitation séparée, de manière à finalement avoir de l'indépendance sur l'exécution, les paramètres. Je décide de passer le paiement, le 20, le 23, etc. Chacun peut faire ce qu'il veut, mais un seul
code source qui est déployé chez tout le monde au même moment. Alors, au même moment, ça peut être avec un mois d'écart, mais globalement, modèle assez simple. Moi, je retire ça notamment de mon expérience chez Sofinco, Crédit Agricole Consumer Finance, de son nom plus récent, où on gérait le crédit conso des caisses régionales, du LCL et d'innombrables partenaires. Alors, d'innombrables, 35 ou par là quand j'y étais. Et il y avait qu'un code source pour tout ça, qui montait partout au même moment et qui après se personnalisait par paramétrage, voilà. Et c'est un mode qui est quand même assez robuste et efficace, voilà, qui présente quelques contraintes, mais dans l'expérience de la CIPAV, il y avait un groupe Berry qui regroupait 4 caisses qui sont parties chacune avec un clone du SI, et c'est des gros SI à maintenir, et le faire par petits bouts, appliquer la réglementation chacun de son côté, c'est quand même des coûts inutiles. Ouais. Qu'on peut mutualiser assez facilement. Et du coup, vous leur refacturiez certaines prestations de personnalisation. Mais est-ce que vous leur venderiez un package de base du SI Moi, je pense que le modèle le plus pertinent, c'est de leur vendre un package de base qui comprend les infrastructures, l'exploitation et le développement. Donc plutôt le futur que le passé, voilà, ça nous a coûté tant et vous prenez un tiers. Ah oui, non, ça, ce qui est payé est payé. Maintenant, c'est plutôt mutualiser les coûts de fonctionnement. Ouais, donc c'est hyper intéressant pour eux parce qu'ils ont juste, ils ont plus l'investissement initial à faire. Il n'y a plus l'investissement initial à faire. Il n'y a plus que contribuer à hauteur sur une telle répartition qui peut être le nombre de retraités, le nombre d'assurés, sur les infrastructures, les sauvegardes, etc. Tout ce qu'on met en place. Le monde informatique d'aujourd'hui, particulièrement pour des petites structures, est extrêmement exigeant en termes de professionnalisme, la cybersécurité, les sauvegardes, l'hébergement, tout ce qui pouvait se faire à la petite semaine il y a 15 ans ou 20 ans, maintenant, il faut quand même être sacrément équipé pour faire face à toutes les menaces ou essayer de se prémunir face à toutes les menaces. Et du coup, tous ces changements, ça a été abordé comment en interne par les collaborateurs ? Est-ce qu'il y a eu des craintes au départ ? Parce que c'est quand même un mode de fonctionnement que tu as qui est assez décidé, on va dire. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le fonctionnement est transparent. Le directeur général également est extrêmement transparent, c'est-à-dire que quand ces projets se font pas sous le manteau, c'est-à-dire le transfert du recouvrement, il a été expliqué, le transfert des collaborateurs vers l'URSSAF, une opportunité pour certains, pour d'autres un peu moins, des fois sur la localisation. Forcément, c'est jamais anodin. Ce qui est finalement assez facile, c'est qu'il n'y a pas d'histoire à raconter au sens d'histoire à inventer. Il y a une stratégie qui est claire et limpide, portée par la direction générale. Voilà où nous, on veut aller pour la CIPAV. Et le plan informatique, le schéma directeur qui en découle, il est aussi limpide. Donc, on explique, on passe du temps à expliquer ce qu'on fait, mais j'ai pas de mal à répéter la même chose dans toutes les instances, avec tous les collaborateurs, autour d'un café, puisque on raconte juste ce qu'on va faire ou ce qu'on a fait. Et puis, il y a l'assurance maintenant que ça se déroule, c'est-à-dire qu'il y avait quand même, pendant quelques années, des difficultés à sortir les projets, et puis d'un coup, la CIPAV tient ses échéances majeures, la 1, la 2, la 3, et on enchaîne. Du coup, tout le monde reprend confiance. On a une ambiance qui est plutôt travailleuse, mais sympathique. Voilà, donc ça se fait de manière assez simple. Alors, je dirais même très simple. Moi, j'ai la chance d'avoir des bonnes équipes, pas de collaborateurs sur lesquels je suis obligé de faire des plans de remotivation ou autre. Tout le monde sait pourquoi il travaille. Hiérarchie courte, donc tout le monde se parle directement au chef, quoi. Alors le chef pouvant être le DG, quoi. Tout ça est limpide. Et on perd cette perte d'énergie qu'il y a dans toutes les grandes maisons. Mais là encore, c'est pas une critique, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dans les grandes maisons, où finalement, entre ce qui est annoncé par le DSI ou par le directeur métier et ce qui est entendu par le collaborateur en bas, des fois, on se demande si on a parlé français, si on a bien expliqué, etc. Là, je dirais pas que ça n'arrive jamais qu'il y ait des problèmes de compréhension, mais quand les gens n'ont pas compris, c'est qu'ils n'écoutaient pas et que peut-être parce qu'ils étaient en télétravail en Teams, ils étaient en train de faire autre chose pendant qu'on l'expliquait, mais du coup, ça se rattrape assez facilement dans les couloirs.
L'avantage d'être monosite aussi est un facilitant incroyable quand on a... moi, j'ai tout le monde sur mon étage, Ouais, vous êtes où? à Saint-Lazare en plus. Donc, voilà, on passe le matin, on dit bonjour, on prend la température, etc. S'il y a des questions, elles se posent à ce moment-là. Là encore, chez AG2R, pour le même nombre de personnes, j'en avais sur 5 sites, à Grenoble, à Tours, à Lille, à Paris, sur plusieurs sites. Bon, c'est un peu plus difficile à gérer la cohésion, quoi. Ouais, bien sûr. Même si les outils permettent de le faire. Le contact physique, alors c'est peut-être parce que j'ai connu que ça au début, mais c'est quand même pas la même de serrer la main des gens ou de prendre un café ensemble. Je sens que tu as quelques convictions sur le télétravail. Le télétravail, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on a 2 jours de télétravail autorisés pour les collaborateurs. C'est bien. Je dois dire que la perspective d'un 3 jours, qui est quelquefois réclamée, on voit de plus en plus de gens qui souhaitent, me fait craindre le fait qu'on perde ce contact entre les personnes. Je me souviens de ma première expérience de travail à distance, c'était lors du rapprochement Sofinco-Finaref, il y a maintenant fort longtemps. Et on avait commencé par faire un GIE informatique. Puis après, les boîtes ont fusionné, donc ça concernait tout le monde. Et les directeurs métiers nous posaient la question, comment vous avez géré ce GIE, la communication entre Évry et Roubaix? Alors à l'époque, on parlait des solutions, l'équivalent de Teams du moment. Oui, on échange, on fait ceci, et les visios, etc. Et je disais, la technique est une chose, ça permet de faire pas mal de trucs. Pour autant, il manque ce qui fait vivre une entreprise, qui est que à la fin d'une réunion, on va prendre un café, on discute des gosses, du match de foot, de la politique, de plein de choses. Et c'est ça, pour moi, qui fait la cohésion d'une maison. Et là, on travaille, par exemple, avec Capgemini, qui est à Nantes, mais on s'attache à aller voir 1 ou 2 fois par an pour créer le lien, qu'on ne soit pas juste un visage sur un Teams. Qui plus est, tout le monde ne met pas sa caméra. Donc voilà. Donc télétravail, très bonne chose, parce que quand même, ça économise pas mal les gens. Mais il faut garder, à mon sens, la cohésion, que les gens puissent se voir, se parler en vrai, dans des vraies réunions. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu as fait au niveau de l'innovation, sinon? Alors l'innovation, c'est sujet pas facile quand on est dans une petite maison, là encore. On est obligé de s'appuyer sur les publications, sur aller dans des salons, quoi. Dans des grandes maisons, il y a souvent des structures qui sont dédiées à l'innovation et qui vont chercher et qui ramènent du prêt à consommer pour les directions opérationnelles. Là, on est à la direction opérationnelle, puis il n'y a personne qui va faire le boulot pour nous. Donc on essaye de se tenir à niveau. On lit pas mal d'articles, on va dans pas mal de salons, et puis on essaye d'être très discriminant sur ce qu'on met en place. Comme tout le monde, on fait de l'expérience IA. Moi, il me semble que c'est un train qu'il ne faut pas laisser passer. Je le regarde avec beaucoup d'attention parce que je trouve qu'il y a une promesse extrêmement élevée au regard de ce qu'elle va apporter à court terme. Donc je pense qu'on court à beaucoup de déceptions si on se dit que l'année prochaine, on aura augmenté la productivité par 30% des développeurs juste parce qu'on leur a mis copilote. Mais je crois qu'il ne faut pas laisser le train passer. Donc on a commencé à déployer copilote pour Office pour que les gens se l'approprient sur un petit panel de personnes. Ça prend, ça a quand même un certain nombre de vertus intéressantes. On l'a déployé sur les développeurs. Ça prend aussi chez nos partenaires de même manière. On voit que ça prend. C'est pas forcément il n'y a pas d'énormes gains de productivité, mais ça facilite la recherche. On a 2 développeurs débutants chez nous. Ils se débrouillent tout seuls là où ils auraient sollicité beaucoup de monde. Alors ça, c'est vrai, il y a ça. Et ça, ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis on est en train de faire un pilote pour essayer de détecter les messages qui sont un peu agressifs vis-à-vis de la CIPAV dans les échanges via la messagerie, pour essayer de les faire traiter en priorité. S'il y a un assuré qui est au bout du rouleau et montre une exaspération forte,
autant essayer de le capter et puis de le mettre en évidence du gestionnaire pour lui apporter une bonne réponse, quoi. Donc, si vous êtes à la CIFA et que vous voulez que ça aille vite, envoyez des mails un peu énervés. On l'a pas encore mis, mais on voit que c'est très subtil, hein, parce que quand je râle auprès d'une société ou autre, c'est très souvent que je conclus par bon rétablissement et bien cordialement. Ouais, et un c'est moteur vrai. d'IA peut Ouais. interpréter ça comme un message amical, Ouais. là où c'est très ironique généralement. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, on a quelques expériences de ce type. On essaye d'être très, très focalisé sur ces initiatives pour pas s'éparpiller. Donc c'est vraiment centré autour de Copilot. Comment ça peut vous aider à être plus productif, à gagner du temps? Oui, mais pas forcément que Copilot. Ça peut être d'autres outils. On est en train d'en essayer pour l'instant de faire des essais avec différents moteurs. Donc voilà, mais oui, je pense que c'est un train qu'il ne faut pas louper. Et des fois, on est très déçu par l'intelligence artificielle sur un résultat du moment. Et ça me permet de marteler auprès des utilisateurs que ce ne sera jamais de la magie, quoi. Il faut se sortir de la tête que ce sera de la magie. Mais en revanche, ce n'est pas parce qu'on est déçu aujourd'hui que dans 3 mois, ce ne sera pas merveilleux sur ce point, puis peut-être un peu moins bien sur un autre. Mais ça progresse à une telle vitesse que c'est extrêmement intéressant. Très bien, merci beaucoup Patrice, hein, c'était super intéressant. J'ai bien aimé pouvoir aborder cette question gestion de projet, voir comment avec ton expérience tu conduis les projets et tu les sécurises. Donc merci beaucoup et je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'est un plaisir d'avoir de plus en plus de gens qui nous écoutent, qui nous suivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous êtes DSI, vous êtes expert de l'IA, de la conduite du changement, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos contacts en bas dans la description. Donc on serait ravis de vous interviewer. Et par ailleurs, je vous retrouve très prochainement dans un prochain épisode de CIO Pioneers. Merci.